Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bienvenue à tous et à toutes. Prêt pour un podcast plein de conseils de jardinage. Aujourd'hui, on explore les vivaces et les plantes ornementales pour un jardin éblouissant. Ah oui, le printemps, c'est le moment parfait pour revitaliser nos jardins. Tout à fait. Et on commence en beauté, avec les astuces pour un jardin éclatant. On va décortiquer chaque section en commençant par diversifier grâce aux nouvelles vivaces et plantes ornementales. Prêt à découvrir des trésors? Absolument. Pour les fans de salade fraîche, je recommande le concept Méclin à couper et repousser. La Mizuna et la Mibuna, par exemple, peuvent être semées et récoltées en 3 semaines seulement. 3 semaines. Incroyable. Qu'est-ce qui les rend si spéciales en plus de leur rapidité? Leur goût unique, bien sûr. La Mizuna a un goût piquant qui relève les salades, tandis que la Mibuna offre une saveur plus douce, légèrement moutardée, imaginez. Des salades fraîches et savoureuses toute la saison. Je les ajoute à ma liste. Parlons maintenant d'une plante un peu plus exotique, l'amarante. L'amarante est une plante fascinante. On peut la récolter à différents stades pour différents usages. Les jeunes pousses se dégustent en micro-pousses, les feuilles et tiges plus âgées comme des épinards ou de la laitue. Et en plus, les fleurs et les graines sont aussi comestibles. Incroyable. Une vraie plante caméléon. En effet, dans les climats chauds, l'amarante est un aliment de base, comme la laitue ou les épinards. Elle est riche en nutriments et apporte une touche de couleur vibrante au jardin. D'ailleurs, saviez-vous que les graines d'amarante ont un goût de noisette qui se marie parfaitement aux salades et aux plats de céréales? Passons maintenant à rabattre les graminées. J'ai toujours trouvé les graminées élégantes, mais je ne sais jamais comment les tailler. Avant de parler de taille, parlons des légumes vivaces. Leur avantage, c'est qu'ils reviennent chaque année. La rhubarbe, par exemple, demande peu d'entretien et offre de délicieuses tiges pour les tartes. Monde de travail, c'est toujours bienvenu. Connaissez-vous d'autres légumes vivaces intéressants? Avez-vous déjà pensé aux oignons gallois? Ils sont parfaits en bordure car ils produisent des feuilles comestibles et de jolies fleurs blanches. Vous pouvez les planter au coin de vos plates-bandes surélevées. Ils formeront des touffes compactes et élégantes. Excellente idée. J'adore le côté pratique des oignons gallois. On passe maintenant à conserver les sauges arbustives. Mes sauges ont parfois tendance à devenir un peu envahissantes. Le printemps, c'est le moment idéal pour rafraîchir le jardin d'herbes aromatiques. On retire les parties mortes de l'année précédente pour faire place aux nouvelles pousses. Par exemple, tailler la sauge, le romarin et la lavande. Et n'oubliez pas de retirer les tiges de ciboulette fanées. Un bon moyen de revitaliser nos herbes aromatiques. Mais revenons aux sauges arbustifs. Qu'est-ce qui les distingue des autres sauges? Les sauges arbustives, comme leur nom l'indique, ont une croissance plus ligneuse et ressemblent plus à des arbustes. Elles aiment les endroits ensoleillés et bien drainés. Si votre sol est lourd, plantez-les dans des plates-bandes surélevées. Elles ajoutent une texture unique au jardin d'herbes aromatiques. Absolument. Leurs feuilles aromatiques sont délicieuses en cuisine et leur aspect arbustif apporte une touche d'élégance et de structure au jardin. Par exemple, la sauge officina qui contraste avec les autres plantes. Je note cette suggestion. On termine avec tailler les clématites. J'adore ces grimpantes, mais elles peuvent être sensibles. Ah, les clématites. Elles peuvent être victimes de flétrissement. Un problème courant qui se manifeste par un dépérissement soudain des tiges, de la pointe à la base. C'est désolant. Quelle est la cause de ce flétrissement? Le flétrissement des clématites est souvent causé par un champignon dans les sols lourds et humides. Il est important de prendre des mesures pour éviter ce problème. Quelle solution pour protéger nos clématites? Lors de la plantation, assurez un bon drainage en ajoutant du gravier ou des billes d'argile au fond du trou. Si vous voyez des signes de flétrissement, retirez et brûlez les tiges atteintes pour éviter la propagation. Vous pouvez aussi remplacer la couche supérieure du sol par un mélange bien drainant. D'excellentes astuces. On continue avec un sujet passionnant, la préparation du sol au printemps. Un sol sain, c'est la base d'un jardin florissant. C'est comme une toile vierge pour créer notre chef-d'œuvre. Mais comment on s'assure que le sol est prêt? On le nourrit. Comme notre corps, les plantes ont besoin d'un sol riche en nutriments. Une des meilleures façons, c'est d'incorporer de la matière organique bien décomposée, du compost ou du fumier. J'aime l'analogie, nourrir le sol qui nourrit les plantes. Mais concrètement, quels avantages a la matière organique? Elle ajoute des nutriments, mais pas seulement. Elle améliore aussi la structure du sol, le drainage et la capacité à retenir l'eau. Par exemple, un sol argileux compact va adorer le compost qui le rendra plus friable et aéré. Et un sol sableux qui retient mal l'eau profitera de la matière organique pour améliorer sa rétention. Gagnant-gagnant.
En parlant de matière organique, j'ai entendu parler des engrais verts. C'est quoi au juste? Ce sont des cultures de couverture qu'on plante pour améliorer la santé du sol. On les sème en dehors de la saison de culture des légumes. Donc, une couverture protectrice pour le sol. Exactement. Ils préviennent l'érosion, suppriment les mauvaises herbes et enrichissent le sol en matière organique quand on les enfouit. La moutarde blanche, par exemple, enrichit le sol en phosphore et potassium. Ingénieux. Passons à un sujet fascinant. La sélection des plantes. On dirait de la science-fiction. Le principe est simple, mais fascinant. On sélectionne des plantes avec des caractéristiques intéressantes, résistance aux maladies ou fruits plus gros, et on les croise pour créer de nouvelles variétés. On joue les entometteurs pour nos plantes. En quelque sorte. Et le plus incroyable, c'est qu'on peut le faire dans son jardin. On expérimente avec différentes variétés et on voit les combinaisons uniques qu'on peut créer. Je suis intrigué. Quels conseils pour les amateurs qui veulent se lancer? D'abord, choisissez des plantes qui s'autopollinisent. Elles ne dépendent pas des insectes ou du vent, ça simplifie le processus. Ensuite, sélectionnez des plantes avec les caractéristiques que vous voulez combiner. Si vous voulez un plant de tomates résistant aux maladies avec de gros fruits, choisissez une plante résistante aux maladies et une autre qui produit de belles tomates juteuses. On combine les meilleures qualités. Précisément. Après, on passe à la pollinisation croisée. On transfère le pollen d'une fleur à une autre. On peut utiliser un petit pinceau ou un coton-tige. On se prend pour des abeilles. Et après, la pollinisation. On récolte les graines et on les sème la saison suivante pour admirer le résultat. C'est incroyable de participer à l'avenir de nos jardins. En parlant d'exploration, parlons des plantes exotiques comestibles. L'aventure du goût et de l'insolite. Il y a tellement de plantes délicieuses et originales à découvrir. Par exemple, le pois asperge. C'est vraiment un pois. Pas vraiment. C'est une légumineuse avec des gousses qui ressemblent à des pois ailés. Et le plus intéressant, la gousse entière est comestible, graines comprises. Plus besoin d'éplucher et le goût. Une saveur unique, légèrement noisettée, délicieuse. Crue, cuite à la vapeur ou même sautée. Le pois asperge est sur ma liste. D'autres plantes exotiques qui pourraient me surprendre. Le tamarillo ou tomate en arbre. Une tomate sur un arbre. Fascinant. C'est une plante intrigante. Elle produit des fruits ovales au goût sucré et acidulé. On peut les manger frais, en sauce, en confiture ou en chutney. J'adore ces trésors cachés. Et les myrtilles. Ah, les myrtilles. Ces petites bairondes originaires d'Amérique du Nord sont un vrai régal. Elles ont un goût légèrement acidulé et on peut les utiliser dans les tartes, les confitures et même les crêpes. Les crêpes. Ça me parle. J'apprécie cette exploration des plantes exotiques. On ajoute de la variété au jardin et à la cuisine. Sans oublier la satisfaction de cultiver quelque chose d'inhabituel. Exactement. Un excellent sujet de conversation. Passons maintenant à un sujet qui fait débat. Le jardinage biologique. Ah, le grand débat bio versus conventionnel. Ça passionne beaucoup de jardiniers. Le jardinage biologique, c'est travailler avec la nature, utiliser des pratiques durables bonnes pour l'environnement et notre santé. Tout à fait. Un des principes clés, c'est d'éviter les pesticides et les engrais chimiques de synthèse. On se concentre sur un sol sain, on attire les insectes bénéfiques et on utilise des solutions naturelles pour les ravageurs et les maladies. Précisément. Il existe de nombreuses solutions biologiques efficaces. Le purin d'ortie, par exemple, renforce les défenses des plantes et les rend plus résistantes aux maladies. Une potion magique pour les plantes. Pour les ravageurs, utilisez la technique des cultures associées. On plante ensemble différentes espèces qui s'entraident. Par exemple, les œillets d'Inde à côté des légumes repoussent certains insectes nuisibles. On crée un petit écosystème. Exactement. Et pour contrôler les mauvaises herbes, utilisez le paillage. On recouvre le sol avec de la paille ou des copeaux de bois. Ça supprime les mauvaises herbes, retient l'humidité et ajoute des nutriments au sol. Triple avantage. Moins de désherbage, des plantes heureuses et un sol sain. Le jardinage biologique semble vraiment être une approche complète. Mais est-ce possible quand on a une petite espèce? Bien sûr. Balcon, terrasse ou même un rebord de fenêtre ensoleillé, on peut cultiver ces aliments dans un espace limité. Quelle stratégie pour optimiser ces petites espèces? Le jardinage vertical. Utilisez des treillis, des paniers suspendus ou des jardinières murales pour les plantes grimpantes comme les haricots, les concombres ou les tomates. On crée un mur végétal. Et pour maximiser l'espace au sol, utilisez des contenants de toutes sortes. Pots, sacs de culture, objets recyclés comme de vieux pneus ou des seaux, tout peut devenir un pot de fleurs. J'adore recycler. Durable et original. Comment choisir les bonnes plantes pour un petit espace? Optez pour des variétés compactes, conçues pour les conteneurs. Il existe des tomates compactes, des poivrons, des concombres et même des fraises qui s'adaptent parfaitement à la vie en pot. Des plantes qui préfèrent les petits appartements. Parlons maintenant d'un sujet qui peut être intimidant,
la lutte contre les ravageurs et les maladies. C'est une réalité du jardinage. On y est tous confrontés un jour ou l'autre. Heureusement, il existe de nombreuses façons de gérer ces défis. Tout à fait. La première étape, c'est d'identifier le problème. Un mauvais diagnostic peut mener à un traitement inefficace. La connaissance est essentielle. Exactement. Une fois le coupable identifié, on explore les solutions. Par exemple, pour les pucerons, un jet d'eau peut les déloger des plantes. Ou attirer des insectes bénéfiques, comme des coccinelles, qui vont se régaler de ces pucerons. Une armée d'alliés au jardin. Et pour les maladies fongiques, comme l'oïdium, un vaporisateur maison à base de bicarbonate de soude d'eau. On privilégie les solutions naturelles. Comment prévenir ces problèmes? La clé, c'est l'intervention précoce. Inspectez vos plantes régulièrement. Plus tôt vous détectez un problème, plus facile sera la gestion. En parlant de prévention, parlons du bouturage pour multiplier les plantes. Ah, le clonage végétal, on crée un mini-moi de notre plante préférée. Exactement. Et c'est étonnamment simple. Ça marche pour beaucoup de plantes, des herbes aromatiques aux arbustes en passant par les arbres. En effet. On prélève une bouture, un morceau de tige ou de feuille et on l'encourage à faire des racines. On lui fait croire qu'elle recommence sa vie. Tout à fait. Différents types de boutures selon la plante. Bouture de bois tendre sur les nouvelles pousses au printemps, bouture de bois dur sur les pousses matures à l'automne ou en hiver. Et une fois la bouture prélevée, on peut la tremper dans de l'hormone de bouturage pour les racines ou la placer dans un milieu humide, du terreau ou de l'eau. avec de la patience, on obtient une nouvelle plante, copie conforme de la plante mère. Magique. Mais pour jardiner efficacement, il faut les bons outils. Ah, les outils. Les héros méconnus du jardin. Avoir les bons outils, ça change tout. Absolument. Des outils de qualité, confortables et adaptés à la tâche rendent le jardinage plus efficace et agréable. Quels outils essentiels pour tout jardinier? Un bon sécateur, indispensable pour les fleurs, les arbustes et les petites branches. Une truelle pour creuser, planter et désherber. Un plantoir pour ameublir le sol, déferber et repiquer les semis. Un râteau pour niveler le sol, enlever les débris et ramasser les feuilles. Et pour les gros travaux, comme creuser des plates-bandes, une bêche ou une fourche. Mais au-delà des outils classiques, j'aime créer mes propres accessoires de jardin. Libérer sa créativité. On recycle des matériaux et on personnalise son espace extérieur. On peut créer un treillis avec des cannes de bambou ou de vieilles branches. Ou une mangeoire à oiseaux avec une bouteille en plastique. Et même des plates-bandes surélevées avec des palettes en bois. Les possibilités sont infinies. Un peu d'imagination suffit. En parlant d'imagination, comment prolonger la saison de jardinage? On peut déjouer la météo. Bien sûr, on peut démarrer plus tôt au printemps et produire plus longtemps à l'automne. Les cloches de jardinage, par exemple, créent une mini-serre au-dessus des plantes ou des semis. Elles protègent du gel, du vent et des parasites. Et pour les grandes surfaces, Des voiles d'hivernage ou des châssis froids. Ces structures offrent un environnement plus chaud et abrité, même quand il gèle. et pour les plus audacieux, il y a la serre. La serre, un paradis climatisé pour les plantes. On peut cultiver des légumes, des fruits et des fleurs toute l'année. Mais même avec une serre, l'arrosage reste crucial. Parlons-en. L'arrosage, c'est essentiel. Sans eau, les plantes ne survivent pas. Comment arroser efficacement? Abondamment, mais moins souvent. Ça encourage les plantes à développer des racines profondes et fortes, plus résistantes à la sécheresse. Et on évite d'arroser aux heures les plus chaudes, car l'eau s'évapore. D'autres astuces pour optimiser l'arrosage. Le paillage autour des plantes retient l'humidité et réduit les arrosages fréquents. Et pour les conteneurs, vérifiez qu'ils ont des trous de drainage pour éviter l'engorgement. J'ai entendu dire que les plantes en pot doivent être arrosées plus souvent. Vrai. Oui. Le terreau est limité, donc il sèche plus vite. Surveillez l'humidité et arrosez dès que la surface est sèche. Quel est le meilleur moment pour arroser? Matin ou soir? Ça divise les jardiniers. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Le matin, les plantes absorbent l'eau toute la journée, ce qui peut être bien quand il fait chaud. Le soir, il y a moins d'évaporation. Le choix dépend du climat, des plantes et de nos préférences. Mais une chose est sûre, on ne peut pas échapper au désherbage. Ah, le désherbage. La bataille sans fin. Heureusement, on peut gérer les mauvaises herbes efficacement. Il faut choisir la méthode qui convient le mieux à notre jardin, à notre style de vie. Le désherbage manuel, par exemple, est parfait pour les mauvaises herbes individuelles, surtout quand elles sont jeunes. Et pour les grandes surfaces, la binette pour les trancher à la surface. Le paillage, on l'a vu, est aussi un excellent moyen de les supprimer. Et pour une approche plus passive, il y a les herbicides, synthétiques ou biologiques. Mais au-delà du désherbage, n'oublions pas l'entretien général du jardin.
Un jardin bien entretenu est plus beau, plus sain et plus productif. Il faut enlever les débris végétaux, les feuilles mortes pour éviter les maladies. Et nettoyer les allées et les bordures pour faciliter l'accès aux plantes et éviter les accidents. L'entretien, c'est aussi penser au recyclage. Absolument. Le compostage recycle les déchets de cuisine et de jardin tout en créant un amendement précieux pour le sol. Et le plus beau, c'est que tout le monde peut composter. Comment composter efficacement? On peut utiliser un composteur traditionnel, un composteur rotatif ou un simple tas. La clé, c'est l'équilibre entre les matières vertes, déchets de cuisine, tonte de gazon, et les matières brunes, feuilles mortes, brindilles. Un bon équilibre pour un compost riche et nutritif que les plantes vont adorer. Mais avant de composter, il faut connaître son climat. Chaque région a son climat. Il faut choisir des plantes adaptées. La température, des précipitations, la durée de la saison de croissance, tout ça influence le choix des plantes. Exactement. Pour en savoir plus sur votre climat, contactez votre chambre d'agriculture. Elle vous donnera des informations précieuses sur le climat, les sols et vous recommandera des plantes adaptées. On peut aussi observer notre jardin. Les dates de gel, les précipitations, la quantité de soleil. Ces observations nous aident à comprendre les besoins de nos plantes. L'observation est la clé d'un jardinage réussi. En parlant de réussite, comment concevoir un jardin à la fois beau et fonctionnel? La conception, c'est créer un espace esthétique et pratique. Un jardin bien conçu est agréable à regarder, facile à entretenir et agréable à vivre. Quels sont les principes de base d'une bonne conception? D'abord, la fonction du jardin. Détente, recevoir des amis, cultiver des aliments. Une fois la fonction définie, on planifie l'aménagement, on choisit des plantes adaptées au site et à nos goûts. Et on intègre des allées, des coins salons, des points d'eau pour un espace accueillant. J'aime l'idée d'attirer la faune au jardin. Créer un havre de paix. Un jardin plein de vie est plus agréable et soutient la biodiversité. Comment créer un jardin accueillant? Planter des plantes indigènes, nourriture et abri pour les insectes, les oiseaux, etc. Un point d'eau comme un bain d'oiseaux ou un bassin attire les animaux assoiffés. Et des sites de nidification pour les oiseaux. Un environnement favorable à la faune, c'est contribuer à la biodiversité locale. Un beau geste pour la planète. Parlons maintenant des pesticides au jardin. Ah, le grand débat. C'est une question complexe, il faut peser le pour et le contre. D'un côté, les pesticides sont efficaces contre les parasites et les maladies. Mais ce sont des produits chimiques qui peuvent avoir des conséquences pour notre santé et l'environnement. Si on utilise des pesticides, il faut le faire de manière responsable, en suivant les instructions et en choisissant les options les moins toxiques. Et si possible, explorer d'autres méthodes comme celles qu'on a évoquées. La prévention et les solutions naturelles. D'abord, une fois nos récoltes prêtes, comment les conserver? Capturer les saveurs de l'été pour l'hiver. C'est tellement agréable d'ouvrir un bocal de confiture maison en plein hiver. Il y a tant de façons de conserver. La mise en conserve, la congélation, le séchage, la fermentation. La mise en conserve, c'est classique pour les fruits et légumes. On les conserve pendant des mois, voire des années. La congélation préserve la fraîcheur et les nutriments des fruits, légumes et herbes aromatiques. Le séchage est simple et efficace pour les herbes, les fruits et les légumes. On concentre les saveurs et on prolonge la conservation. Et la fermentation, c'est une méthode traditionnelle qui crée des saveurs uniques et augmente la valeur nutritionnelle. Tant de possibilités. Mais avant de conserver, parlons de sécurité au jardin. Ah, la sécurité. Souvent négligée, pourtant essentielle. Le jardinage peut être exigeant physiquement. Il faut prendre des précautions. Quels conseils de sécurité? Des vêtements adaptés, des gants, des chaussures solides, des lunettes de protection avec les outils électriques. On utilise les outils correctement, on est conscient de son environnement. On prend des pauses, surtout quand il fait chaud, pour éviter les coups de chaleur. Et attention aux dangers potentiels. Plantes toxiques, insectes, outils tranchants. La prudence est de mise. En parlant de prudence, parlons de l'étiquette au jardin. Même au jardin, il y a des règles non écrites pour l'harmonie entre voisins. Être un bon voisin, même dans nos jardins. Quel principe pour une bonne étiquette? On fait attention au bruit, surtout avec les outils électriques. On empêche nos plantes d'empiéter chez le voisin. On respecte les ressources partagées, l'eau, les composteurs. Le respect et la communication, c'est essentiel. Et pour s'inspirer, rien de tel que de visiter des jardins publics. Explorer la beauté du monde végétal. Les jardins publics sont un régal pour les sens, mais aussi des ressources pour apprendre. Des jardins botaniques aux arboretums, en passant par les jardins communautaires, il y a tant d'inspiration à découvrir. Et beaucoup de jardins publics proposent des ateliers, des cours, des visites guidées. On approfondit nos connaissances et on rencontre d'autres passionnés. On s'immerge dans le jardinage et on partage sa passion.
En parlant de partage, parlons du jardinage durable. On doit prendre soin de l'environnement. Le jardinage durable, c'est jardiner en pensant à l'avenir. Quels sont les principes clés? La conservation de l'eau. Choisir des plantes résistantes à la sécheresse, utiliser du paillis, installer des récupérateurs d'eau de pluie. La réduction des déchets. On composte, on utilise des méthodes naturelles contre les ravageurs, on choisit des outils réutilisables. Et le soutien à la biodiversité. On plante des plantes indigènes, on fournit un habitat à la faune, on évite les pesticides. Le jardinage durable, c'est jardiner en harmonie avec la nature. Et n'oublions pas de partager notre amour du jardinage. Transmettre le virus du jardinage. Quelle satisfaction de partager notre passion et d'inciter les autres à créer leur propre jardin. C'est vrai. On peut partager nos connaissances en faisant du bénévolat dans des jardins communautaires, en animant des ateliers, en donnant des plantes et des graines. Et en partageant des photos de nos jardins sur les réseaux sociaux. On inspire les autres, mais avant de partager nos réussites, il faut de la patience. Ah, la patience. Souvent mise à l'épreuve au jardin. Le jardinage prend du temps. Il faut apprécier le voyage. Du semis à la récolte, le jardinage nous apprend la patience, la persévérance et la foi. Et les récompenses valent l'attente. Parlons des bienfaits thérapeutiques du jardinage. Le jardin, c'est un sanctuaire pour l'âme. Le jardinage n'est pas qu'un passe-temps, c'est une thérapie. C'est bon pour le corps et l'esprit. Creuser la terre, soigner les plantes, être dehors, ça apaise et ça relaxe. Le jardinage réduit le stress, améliore l'humeur et stimule la créativité. Cultiver sa propre nourriture ou créer un beau jardin, c'est gratifiant. Le jardinage, c'est bon pour le corps et l'esprit. Mais pour progresser, vous continuez à se former. La quête du savoir au jardin. Le monde du jardinage évolue. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Comment enrichir nos connaissances? On lit des livres, des magazines, on participe à des ateliers, on visite des jardins publics, on discute avec d'autres jardiniers. Plus on apprend, plus on réalise qu'on a encore beaucoup à découvrir. Le jardinage, c'est un apprentissage permanent. Et on ne jardine pas seul. Le jardinage, c'est une communauté. Le pouvoir de la passion partagée. Le jardinage n'est pas solitaire, ça rassemble les gens. Ça crée un sentiment d'appartenance. On peut contacter d'autres jardiniers en adhérant à des clubs, en faisant du bénévolat, en discutant avec nos voisins. Le jardinage transcende la langue, la culture, l'âge. C'est un terrain d'entente, un amour commun pour la nature. Le jardinage, c'est un langage universel. La technologie peut-elle nous aider? Le jardinage est une pratique ancienne, mais en constante évolution. Les nouvelles technologies peuvent améliorer notre expérience. Par exemple, les systèmes d'arrosage intelligents, les applications pour identifier les plantes, les tondeuses à gazon robotisées. La technologie change notre façon de jardiner. Les systèmes d'arrosage intelligents qui économisent l'eau, les applications qui nous aident à identifier les plantes et à résoudre les problèmes, et même les tondeuses à gazon robotisées qui nous libèrent du temps. La technologie change notre façon de jardiner. C'est fascinant de voir comment la technologie s'intègre au jardin. Mais comme pour toute avancée technologique, il est important d'aborder ces outils avec un regard critique. On pèse le pour et le contre. Exactement. Il ne s'agit pas de remplacer le savoir-faire traditionnel, mais plutôt de l'utiliser comme un complément pour faciliter notre travail et améliorer nos résultats. En parlant de résultats, j'aimerais souligner l'importance de célébrer nos réussites au jardin. Le jardinage est un travail d'amour qui implique souvent des défis et des revers en cours de route. C'est vrai, il est important de prendre le temps d'apprécier ces moments de triomphe, qu'il s'agisse d'une récolte abondante, d'une belle floraison ou même simplement d'une plante saine et florissante. Comment célébrer ces petites victoires? Partagez votre récolte avec vos amis et vos voisins, prenez des photos de vos jardins et prenez simplement un moment pour profiter de la beauté et de la tranquillité de vos espaces extérieurs. Ces petits gestes vous permettront d'apprécier davantage le fruit de votre labeur. Et pour continuer à progresser, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Le jardinage n'est pas un ensemble rigide de règles, c'est un voyage d'exploration et de découverte, où l'on apprend, on s'adapte et on essaye constamment de nouvelles choses. Tout à fait. C'est en expérimentant que l'on découvre de nouvelles variétés de plantes, que l'on développe des techniques de jardinage innovantes et que l'on crée des aménagements paysagers uniques et magnifiques. N'ayez donc pas peur d'essayer de nouvelles choses, de faire des erreurs et d'apprendre de vos expériences. Le jardin est un laboratoire vivant où tout est possible. Exactement. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Et pour enrichir nos jardins et soutenir la biodiversité, il ne faut pas oublier les plantes indigènes. Ah, les plantes indigènes, ces plantes qui ont évolué naturellement dans une région donnée, s'adaptant au climat et aux conditions du sol locaux. Elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de la biodiversité, en fournissant de la nourriture et un abri à un large éventail d'insectes, d'oiseaux et d'autres animaux. Intégrer des plantes indigènes dans nos jardins est non seulement esthétique, mais aussi bénéfique pour l'environnement.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des plantes indigènes pour tous les styles de jardin, des fleurs sauvages aux arbres, en passant par les arbustes et les plantes grimpantes. Le choix est vaste. Yeah. Mais pour ne pas perdre le fil de nos expériences et de nos apprentissages, il est important de tenir un journal de jardinage. Ah, l'art de documenter notre parcours de jardinier. Garder une trace de ce que l'on plante, quand on le plante et comment il se comporte, peut être incroyablement précieux pour la réussite future de nos jardins. Que doit-on noter dans notre journal de jardinage ? Notez vos succès et vos échecs, vos expériences avec de nouvelles techniques et même vos observations sur l'évolution des saisons. Au fil du temps, ces notes deviendront une ressource précieuse qui vous guidera dans vos décisions futures et vous aidera à devenir des jardiniers plus compétents et plus performants. Le journal de jardinage est un outil précieux pour tout jardinier. Et pour perpétuer nos variétés préférées et partager nos trésors avec les autres, rien de tel que la sauvegarde des graines. La sauvegarde des graines est un moyen de préserver ces variétés uniques, d'assurer leur continuité et même de partager nos trésors de jardinage avec d'autres. Comment s'y prendre pour sauvegarder les graines ? Choisissez des plantes saines et vigoureuses qui présentent les caractéristiques souhaitées, puis laissez les graines mûrir complètement avant de les récolter. Une fois que vous avez récolté vos graines, conservez-les dans un endroit frais et sec jusqu'à ce que vous soyez prêt à les semer la saison suivante. C'est une technique simple et accessible à tous. Et une fois que nos récoltes sont abondantes, n'oublions pas de les partager. Il n'y a rien de tel que la satisfaction de partager les fruits ou les légumes de notre labeur avec nos amis, nos voisins et même les banques alimentaires locales. Qu'il s'agisse d'un panier de tomates fraîches, d'un pot de confiture maison ou même d'un simple bouquet de fleurs, partager notre générosité est une façon de répandre la joie, de tisser des liens et même d'inspirer l'amour du jardinage. Le partage, c'est l'essence même du jardinage. Mais pour que nos outils nous accompagnent longtemps dans nos aventures jardinières, il ne faut pas négliger leur entretien. Ah, l'entretien des outils, un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial. Des outils bien entretenus sont non seulement plus performants, mais ils durent aussi plus longtemps, ce qui nous permet d'économiser de l'argent et d'éviter les frustrations. Quels sont les conseils d'entretien à suivre ? Nettoyez vos outils après chaque utilisation pour éliminer la terre, la sève et autres débris qui peuvent provoquer de la corrosion. Affûtez vos lames régulièrement pour assurer des coupes nettes et éviter d'endommager vos plantes. Huilez les pièces métalliques pour prévenir la rouille et assurer un fonctionnement en douceur. Et rangez vos outils correctement dans un endroit sec et protégé pour éviter les dommages causés par l'humidité et les intempéries. Un bon entretien permettra à vos outils de vous accompagner pendant de nombreuses années. Et pour nourrir nos plantes, il est important de choisir le bon type d'engrais. Les engrais chimiques sont souvent utilisés, mais leur utilisation suscite des débats. C'est vrai, les engrais chimiques peuvent apporter un apport rapide en nutriments à nos plantes, en particulier dans les sols pauvres, en éléments essentiels. Mais une utilisation excessive d'engrais chimiques peut avoir des effets négatifs sur la santé des sols, la qualité de l'eau et même les insectes bénéfiques. Si vous choisissez d'utiliser des engrais chimiques, faites-le avec parcimonie et de manière responsable, en suivant attentivement les instructions et en optant pour des formules à libération lente dans la mesure du possible. Et n'oubliez pas d'intégrer des engrais organiques comme le compost ou le fumier pour enrichir le sol et fournir une source de nutriments plus durable. Le choix de l'engrais est une décision importante qui doit être prise en fonction des besoins de vos plantes et de votre approche du jardinage. Et pour les jardiniers aventureux, il y a toujours la possibilité de cultiver ses propres champignons. Ah, le monde fascinant des champignons. Cultiver ces délicieux et nutritifs dans son jardin peut sembler intimidant. Vraiment. Comment s'y prendre ? Vous pouvez cultiver des champignons à l'intérieur ou à l'extérieur en utilisant diverses méthodes et substrats. Le processus de base consiste à commencer par du mycélium de champignons que l'on introduit ensuite dans un milieu de culture approprié, comme des bûches, de la paille ou même du marc de café. On crée donc un environnement propice à la croissance des champignons. Exactement. Avec les bonnes conditions d'humidité, de température et de lumière, le mycélium se développera et finira par produire ces délicieux champignons que nous aimons tant. C'est une expérience que j'aimerais tenter. Y a-t-il des variétés de champignons plus faciles à cultiver que d'autres ? Les pleurotes et les shiitakes sont des variétés relativement faciles à cultiver pour les débutants. Je note l'idée. Mais au-delà des techniques et des astuces, le jardinage nous apprend aussi à accepter nos erreurs. C'est vrai, le jardinage n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura forcément des défis et des revers en cours de route. Mais c'est à travers ces défis que l'on apprend et que l'on grandit en tant que jardinier. Au lieu de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, considérons ces erreurs comme des occasions d'apprendre, de s'adapter et d'expérimenter. Tenez un journal de jardinage
pour suivre vos succès et vos échecs, afin de tirer des leçons de vos expériences et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide à d'autres jardiniers, qu'il s'agisse d'un voisin, d'un ami ou même d'un expert de votre jardinerie locale. La communauté des jardiniers est pleine de personnes serviables et encourageantes qui sont toujours prêtes à partager leurs connaissances et leur expérience. Le jardinage est une activité qui se partage et qui s'enrichit des expériences de chacun. Et n'oublions pas que le jardinage, c'est aussi une question de style. Ah oui, le style. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jardiner. Tout comme nos maisons reflètent nos goûts et nos styles personnels, nos jardins aussi. Certains jardiniers préfèrent une approche formelle et structurée, avec des pelouses parfaitement entretenues et des parterres de fleurs symétriques. D'autres adoptent un style plus informel et naturaliste, laissant les plantes pousser librement et encourageant un sentiment de liberté et d'abondance. Il existe une multitude de styles de jardin, et le plus important est de trouver celui qui vous correspond le mieux. Expérimentez avec différentes plantes, conceptions et techniques pour découvrir ce qui vous procure de la joie et reflète votre personnalité unique. Votre jardin doit être le reflet de votre âme. Voilà qui conclut notre exploration du monde fascinant du jardinage. Nous avons parcouru de nombreux sujets, de la santé des sols à la sélection des plantes, en passant par la culture des champignons. Mais un thème majeur a émergé tout au long de notre discussion. La connexion. La connexion à la nature, la connexion à soi-même et la connexion à d'autres. Le jardinage nous permet de nous connecter au monde naturel, de nous salir les mains, de prendre soin des êtres vivants et d'assister au miracle de la croissance. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis.